Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier numéro de Politique et Éco de la saison 2024-2025. Et pour finir en force et en beauté, nous recevons aujourd'hui Jacques Cheminade. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre Bergerot. Jacques Cheminade, vous êtes le fondateur du parti Solidarité et Progrès. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle à 3 reprises, 1995, 2012 et 2017. Vous êtes également un ancien élève de HEC et de l'ENA. Alors avant de commencer cet entretien, pour faire avancer TV Liberté, vous connaissez la démarche. Vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran, commenter et partager nos vidéos pour un meilleur référencement de TVL sur Internet. Alors, Jacques Cheminade, commençons cet entretien ensemble. Vous avez donné récemment, lors d'une interview, votre définition de l'économie. Est-ce que vous pouvez y revenir ? Alors, l'économie, ce n'est pas acheter bon marché, revendre plus cher et faire un profit. Ce n'est pas non plus la monnaie. Georges Boris, qui était le conseiller de la France Libre et de Pierre Mendès France, disait si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Donc je suis anti-monétariste de ce point de vue-là. Je pense que l'économie, c'est le développement de la capacité créatrice de l'homme. Et ce développement de ces capacités créatrices se fait par la culture, par l'histoire de son pays, par le rapport qu'a eu l'histoire de son pays avec l'histoire du monde, et que là, l'être humain est capable de concevoir que le monde change, et qu'il change tout en étant loyal et tout en obéissant à des principes. Et que ces principes, c'est ce qui définit l'économie, et le principe, pour moi, fondamental, c'est qu'on a partagé avec mon ami américain Lyndon LaRouche, c'est d'accroître le potentiel de densité démographique relatif d'une société. C'est-à-dire la capacité de peupler davantage avec des gens qui soient davantage au courant des affaires du monde, qui aient une éducation plus développée et qui aient le sens à la fois d'être patriote et citoyen du monde. Et que l'un va avec l'autre. Je pense que c'est avec cet engagement-là que le général de Gaulle est allé en 1941 de l'autre côté de la Manche. Citoyen du monde, c'est une notion assez vague. Il n'y a pas de nation-monde. Non, bien sûr que non. Mais c'est préoccupé pour l'avènement d'un gouvernement mondial. Non, pas du tout. Au contraire, je pense que tout doit passer par la souveraineté nationale. Mais que c'est aussi une médiation vers un sens de l'universel. D'accord. Ce que l'Église catholique pense en termes de l'universalité. Justement, sur la chrétienté, on y reviendra à la fin de cet entretien. Ça m'intéressera de connaître votre avis sur la question. Vous parliez également, dans cette définition de l'économie que vous présentiez, de l'utilisation de la peur. Comment nos dirigeants utilisent-ils la peur dans le cadre économique ? J'ai ici une citation qui est la caricature. C'est celle d'Alex Karp, qui est le collaborateur de Peter Thiel dans Palantir. Palantir, le grand succès de Wall Street, fondé par la CIA en 2004, tout à fait dans cette idée impériale de contrôler le monde. Alors ce que dit Karp, c'est les rivaux des États-Unis devraient se coucher avec la peur, ils devraient se lever effrayés, être en sécurité, pour nous, signifie que l'autre a peur. Ma version du rôle de l'armée, c'est que les soldats sont plus heureux lorsque les ennemis ont peur et sont à terre, et les Américains se réjouissent à nouveau du fait que nous sommes les seuls à avoir un véritable outil technologique dans ce pays, et que nous allons tout gagner. Ben ça, c'est gouverné par la peur, et c'est Emmanuel Macron qui le reprend à sa façon, disons, tout à fait peu original. Il reprend quelque chose qui circule aujourd'hui dans le monde. Et pour moi, cela s'assimile à la conception qu'avait le juriste du Reich, qui disait à l'époque qu'il faut un ennemi existentiel. Si on n'a pas d'ennemi, on ne peut pas exister. Pour moi, ça, c'est la première chose. C'est qu'il faut développer une capacité dans laquelle les autres sont vos amis, ou sont des gens qu'on peut à un certain moment, faire en sorte qu'ils deviennent vos amis et se battre pour cela. Ça, c'est la conception, je dirais, du christianisme, mais c'est aussi celle du confucianisme, c'est aussi celle de l'Inde des Védas. C'est une conception, lorsque les gens ont pensé en termes de transcendance, ils ont toujours eu cette conception-là. Lorsqu'ils ont pensé en termes vaincu-vainqueur, eh bien, ils ont pensé autrement.
Alors, je vous ai bien écouté, Jacques Cheminade, et lu aussi, et vous dites que la France vit aujourd'hui sous un régime d'occupation financière et culturelle. Alors, expliquez-nous comment se manifeste cette occupation. Alors, l'occupation culturelle, c'est 1946, l'accord Bloom-Barnes, où on laisse entrer tous les films d'Hollywood sans impôts, sans rien. Et ils peuvent se développer. Et dès 1947, vous avez la grande majorité des films qui passent en France sont des films d'Hollywood. Donc on a remplacé les films de l'Allemagne nazie par les films d'Hollywood. Donc ça, c'est une première chose pour le culturel. Et cette sous-culture d'Hollywood, c'est quelque chose qu'on avait, disons, attaqué très tôt en disant c'est une sous-culture qui véhicule la tolérance vis-à-vis des drogues, la tolérance vis-à-vis d'une musique bruit, la tolérance vis-à-vis de sexe marchandise. Donc tout cela, qui donnera le New Age, qui donnera le New Age. Parce qu'on oublie, l'arrivée du LSD. Les gens du New Age, c'est ceux qui, financés par DARPA, c'est-à-dire par l'organe de l'armée américaine, ont lancé et développé Silicon Valley. Donc ça, c'est une chose pour l'occupation culturelle. Et on voit cette occupation aujourd'hui avec le résultat. La société des écrans, et pour moi le pire, c'est-à-dire les jeunes, à partir de l'âge de 8, 9, 10 ans, immergés dans ces écrans. Alors on dira, il y a le sujet, oui, il y a la violence, il y a la pornographie, il y a tout ça. Mais il y a aussi le fait des écrans eux-mêmes. Ça crée une conduite addictive et on est dans un système qui contrôle et régit les choses par l'addiction. C'est très fort. Et après, éventuellement, comme pour certaines drogues qui ont un effet de plus en plus court, on en veut comme ça, on est frustré et on gère la frustration. Donc addiction, frustration et on gère une société. Et ça, c'est l'occupation culturelle. Un psychiatre m'avait raconté que cette addiction à Internet et aux écrans, il disait ceci, Internet lamine notre psychisme. Ça sera pire avec l'intelligence artificielle, mais on en parlera peut-être plus tard. Alors, sur cette occupation financière, vous citez le complexe militaro, non pas industriel, mais financier. Alors, militaro-financier, vous savez qu'Eisenhower, lorsqu'il a fait son discours de départ, a condamné le complexe militaro-industriel en disant que c'est un danger peut-être plus grand pour les États-Unis que l'Union soviétique. Mais il est arrivé ce 17 janvier 1961 une autre chose. C'est le jour où Kennedy décroche son téléphone, il apprend l'assassinat de Lumumba. Donc il voit que les services de renseignement de son propre pays peuvent faire des choses, et je crois qu'il ne le savait pas, quelque chose que le président entrant ne savait pas, et le président sortant, Eisenhower, probablement non plus. Donc il y a une opération, là, de prise de contrôle à la fois financière et culturelle, appuyé par des services de renseignement, des gouvernements des pays. Et c'est là que la souveraineté, à partir de ces années-là, commence à être attaquée et à peu à peu disparaître sous le coup de forces qui ne sont pas celles de l'État-nation et qui sont à la fois mondialistes, mais en même temps attachées à cette oligarchie financière dominante. Et cette oligarchie financière dominante, le choc, ça a été le dollar utilisé à Londres, avec la complicité des autorités britanniques, bien entendu, pour créer un dollar qui soit hors sol, hors Amérique, qui soit un dollar du marché mondialisé. C'est même plus un dollar américain. Et puis après, le 15 août 1971, c'est quand on sépare le dollar de l'or, là c'est le Far West financier. Et à l'époque, nous avions dit avec Lyndon LaRouche, d'un côté, il y a cet élément, qui est l'élément culturel, et d'autre part, il y a l'élément financier. Si on attaquait l'élément financier, le FMI, la Banque mondiale, toutes les institutions, on était extrême gauche. Et si on attaquait la culture marchandise, la culture sexe, la culture drogue, on était extrême droite. Et nous disions non, c'est la même chose. C'est détruire la façon de penser à long terme d'une société, et vous allez voir, ceux qui penseront à long terme l'emporteront un jour sur nous. Ça s'appelle aujourd'hui la Chine. Alors, vous étiez présenté, je le disais en introduction de cet entretien, à l'élection présidentielle de 1995, et vous aviez à l'époque prévu une crise financière pour les 10 à 12 années à venir, et évidemment, la crise des subprimes interviendra 12 ans après, dès 2007, aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire ce que vous pensez aujourd'hui des banques occidentales, de l'état des banques occidentales? D'abord, beaucoup redoutent un crack pour les prochaines années. Un crack obligataire, on entend beaucoup ce risque. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'avènement
que j'annonçais en 1995, je n'étais pas particulièrement informé ni particulièrement intelligent par rapport aux autres. Ça crevait les yeux. Mais personne ne voulait le dire. Personne ne voulait le dire, et on a été jusqu'à rejeter mon compte de campagne en 1995, en grande partie parce qu'on n'avait pas prévu ma candidature, et aussi parce que je l'avais dit. Il ne fallait pas dire ça à cette époque. Ça a imprégné les responsables français de rentrer dans cette logique financière. Alors c'est une logique qui découlait de l'absence de règles, de l'absence de droits, si. Un ordre basé sur des règles, mais des règles qui étaient celles prévues par l'oligarchie, pas celles des Nations Unies ou pas celles des États-nations, ni l'une ni l'autre. Et cet ordre a éclaté en 2017-2018, avec la crise des subprimes. C'est pas une crise des subprimes, c'est une crise générale de ce système financier. 2007-2008, oui. 2007-2008, pardon. Ouais. 2007-2008. Et à l'époque, on a, pour guérir la crise, accru sa gravité. C'est-à-dire qu'on a émis encore plus de monnaie. C'est à ce moment-là que se développent les produits financiers dérivés. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se développer, avec toute la monnaie qu'on jette sur les marchés sous toutes les formes, c'est les altcoins, les bitcoins, toute cette nouvelle monnaie crypto, les cryptos, on crée encore davantage de monnaie et à quoi il ne correspond pas un développement de l'économie réelle, l'économie productive, l'économie humaine, ce qui correspond c'est un développement de l'économie militaire. Et on voit tout ce secteur qui est lié à l'économie des cryptos, qui est un secteur qui n'est pas de l'économie productive, mais qui est un secteur des réseaux sociaux, qui est un secteur de tout ce qui est digital, tout ce qui est traitement de l'information, ce qu'on appelait à l'époque l'informatique. Tout cela est lié à ce développement et est lié aux militaires. Et on a, ce qui me fait peur dans le monde aujourd'hui, une société qui, en même temps, réarme partout, que ce soit en Chine, en Russie, aux États-Unis, en France. France, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les moyens. Partout. Et en même temps, qui ne fait plus d'enfants. On réarme, mais on ne fait plus d'enfants. On ne fait plus d'enfants. Et c'est ça la vraie crise du monde. C'est celle-là. Et personne n'en parle. Si on a commencé à en parler il y a 1 ou 2 ans, il y a eu un premier article dans l'Express, et beaucoup de gens, de ce qu'on peut qualifier de la droite ou de l'extrême droite, disaient il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants, mais ils ne donnent pas les moyens et l'économie qui correspondraient à ce qui permettrait de faire des enfants. Alors c'est pas seulement donner aux familles les moyens. Les Français voudraient en gros 2,27 enfants, on dit. Et on en fait actuellement 1,63 par femme. Donc comment faire ? Et il faut accroître les moyens dans les crèches, il faut accroître les 1000 premiers jours, ce qu'il faut faire pendant les 1000 premiers jours, qui sont décisifs. Et ce qu'on ne fait pas est terrible par rapport à ça, par rapport aux enfants. C'est lutter contre la société des écrans et tout cela. Mais il y a beaucoup plus. C'est créer dans la population, dans le peuple, la confiance que l'avenir sera meilleur. Aujourd'hui, on dit que moins de 10% des Français croient que l'avenir de leurs enfants sera meilleur que le leur. C'est tragique. À partir de là, il n'y a plus d'État-nation, il n'y a plus de République pour moi, parce qu'il y a un système, c'est tout. Je vous sais assez optimiste et on y reviendra, Jacques Cheminade, sur l'avenir, comment redonner l'espoir à la société française, mais quelles seraient selon vous les causes du prochain krach ? Est-ce que c'est l'avènement de ces nouvelles monnaies, crypto, stablecoins ? C'est tout un système financier. Mais à la pointe de cela, il y a ces stablecoins, ces bitcoins, c'est tout ça, parce que c'est plus ou moins coordonné par les blockchains. Ça va plus vite, on ne paie pas d'impôts, et on espère que les dollars que détiendront à l'étranger, les gens qui achètent aux États-Unis, qui vendent aux États-Unis, pardon, les gens qui vendent aux États-Unis, que cet argent-là ira dans le réseau dollar. Or, c'est une fiction, parce que c'est un réseau dollar dans lequel il n'y a plus de production physique réelle de biens. Et nous l'avons calculé par rapport à tout le monétaire, tout le financier dans le monde. On arrive à environ 2 millions, 2 milliards de dollars. C'est une somme énorme. Il faut compter les produits financiers dérivés. C'est une somme énorme. Et les pays s'endettent de plus en plus. Il y a certains. Tous la Russie de même. Pas la Russie est l'exception. Et la Chine. Ouais. La Russie est l'exception parce qu'elle a pris des décisions avec quelqu'un qui s'appelle Serge Glaziev et une autre que Poutine a laissé en place, Elvira Violina, la ministre, la directrice de la Banque centrale, qui, elle, mène une politique financière de résistance, avec un taux d'intérêt très élevé, qui peut être dangereux pour la Russie. Ce que dit Glaziev, il faut une politique réellement industrielle, qui soit une politique avec une Russie qui se développe avec la Chine, avec les pays de la nouvelle majorité mondiale, et qui
Et ce développement, la France doit aller aussi, je pense, dans ce sens, et coopérer, avoir une politique d'entente, de détente et de développement avec cette nouvelle majorité mondiale pour échapper au verrou, ou plutôt au garrot financier qui est imposé par les systèmes qui se trouvent aujourd'hui au pouvoir dans les pays occidentaux. Et ça veut dire, si je prenais un critère très simple, même simpliste, mais révélateur, si on prend le total de Wall Street par rapport au produit intérieur brut américain, on est aujourd'hui à environ 240%. On était, au moment de la crise de subprime, à 144%. Donc on a, en quelque sorte, essayé d'atteindre les 110 en l'arrosant avec de l'essence. Et on en est là, aujourd'hui. En 1995, Jacques Cheminade, vous étiez capable de nous dire que 10 à 12 ans plus tard, il y aurait un krach financier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous annoncer, de voir l'imminence, de nous donner une date sur un potentiel krach financier? C'est très difficile de le dire. Vous l'aviez fait en 95. Je dirais, ce qui déplaira à beaucoup de responsables dans les classes politiques françaises, qu'il aura probablement lieu avant l'élection présidentielle prochaine. 2027. Donc, tout le monde calcule par rapport à 2025. Il se produira des événements qui changeront complètement la règle du jeu. Et ça peut être en négatif, c'est-à-dire un krach, ça peut être différent, ça peut être qu'il y ait la paix. Je pense qu'un Trump, par exemple, veut la paix. Il a cette idée qu'en bon businessman, la paix, ça permet de mieux faire des affaires. Et il a quelques côtés peut-être un peu humains de ce côté-là. Mais il veut la faire sur les sables mouvants des spéculations. C'est lui qui veut faire des États-Unis l'empire des cryptos. C'est lui qui est pour ces fameux stablecoins, avec ses lois complètement folles. L'une s'appelle Stable, l'autre s'appelle Genius. Aux États-Unis, la Genius a été votée, qui permet d'avoir ces sortes de pseudo-monnaies pour lesquelles il y a un adossement à un dollar et un dollar dans la réserve fédérale, c'est-à-dire en bon du trésor. Et avec ça, on opère. Et on multiplie, sans qu'il y ait de développement financier en face. Il y a simplement c'est de la spéculation. C'est de la spéculation. C'est de la spéculation, mais en même temps, il y a un côté encore plus sombre. C'est favoriser ce que certains appellent aux États-Unis le lobby militaro-financier. Moi, je vais plus loin. J'appelle ça tout un lobby qui a envahi la société. Et j'appelle ça en des termes, vous m'excuserez de les donner ici, mais j'appelle ça frimput. Ça veut dire financier, ça veut dire renseignement, ça veut dire immobilier industriel, ça veut dire monétaire, ça veut dire parlementaire, ça veut dire universitaire, même dans les universités américaines. Ce que fait Trump, il dégage l'université américaine pour y mettre des gens qui soient favorables à ce système financier. Plus, évidemment, les think tanks. Et on a tous ces think tanks, si on parle de la Russie, vous avez ces think tanks qui font des réunions sur réunions aux États-Unis, la Jameson Foundation ou l'Hudson Institute, sur le démembrement de la Russie. Ils disent la Russie est un pays colonial, il faut la démembrer, il faut la diviser en États. Alors, peut-être c'est un rêve, peut-être c'est une illusion, je le pense, mais c'est une façon de voir qui pénètre un certain établissement américain en place. Et Trump, malheureusement, est entouré de ces gens-là. Le pire étant Peter Thiel, qu'il a toujours aidé, toujours soutenu, qui est l'homme de Silicon Valley, qui est un des fondateurs avec Alex Karp, que je citais tout à l'heure, de Palantir. Et Palantir, c'est une société qui essaye de dominer toutes les données, de détenir toutes les données. Et ils le font dans un certain sens. Même Airbus, en France, est obligé de prendre un attachement, de jouer avec Palantir, parce que Palantir, Palantir a les données pour les maintenances prédictives des Airbus. Alors, vous avez été attaqué médiatiquement à plusieurs reprises, Jacques Cheminade, pour votre proximité idéologique avec cet homme que vous citez depuis le début de l'émission. Lyndon LaRouche, démocrate américain, ancien militant trotskiste, mort en 2019. Qu'est-ce que vous répondez à des commentateurs qui l'ont qualifié de fasciste, de complotiste, de sectaire ? Alors que ces commentateurs sont ou bien des imbéciles, ou bien des gens qui n'ont pas fait leur travail, des paresseux, ou bien des gens, disons, parfois reliés au système existant et qui tendent à vouloir à tout prix éliminer LaRouche, parce que LaRouche, c'est celui qui s'est insurgé contre ce qui se passait aux États-Unis depuis les années 60. À savoir la prise en compte par cette oligarchie financière de tout l'appareil d'État américain,
qui aboutit aujourd'hui autour de Trump, mais qui était peut-être encore pire avec Biden et Kamala Harris, sans doute pire. Donc, tout cet appareil a infiltré tous les réseaux. Ils appellent ça l'état profond. Moi, j'aime pas le terme état profond, il est trop imparfait. Je dis, c'est cette oligarchie financière qui exerce sa loi dans le domaine financier, d'abord, économique et culturel, et qui pense en termes de guerre. Quand Macron vous parle qu'il faut à nouveau une politique de réarmement, il l'a dit à plusieurs reprises, il l'a dit pour la Covid, il l'a dit après, il ne fait que répéter le vocabulaire de ces gens-là. Pour ces gens-là, comme pour Carl Schmitt, il faut un ennemi, et sans l'ennemi, on n'existe pas. Et ça, moi, je pense pas du tout dans ce terme-là. Je pense en termes... Oui, l'économie doit s'appuyer sur une guerre contre un ennemi fantasmé. Le Lebensraum. Ouais. Alors, c'est pas sous forme physique de prendre un territoire. Il y avait les communistes aujourd'hui, il y a eu les musulmans ensuite. Il faut toujours un ennemi pour ces gens-là, pour qu'ils puissent faire du profit quelque part. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec les communistes, qu'il n'y a pas de problème avec les musulmans. Il y en a, bien entendu. Mais c'est pas à voir comme quelque chose qui va à tout prix écraser et dominer. Il faut voir comment, si possible, on peut créer les conditions où ils agiront différemment. Et sinon, il faut une puissance militaire. Mais si possible, pour pas l'utiliser. Ce que les Russes ont fait est très intelligent en Ukraine. On arrivait à un point où l'offensive de l'OTAN entretenant l'Ukraine devenait en puissance une menace pour la Russie. Ils ont lancé Oreshnik. Oreshnik, qu'est-ce que c'est ? C'est un missile avec une bombe qui n'est pas nucléaire, mais qui détruit avec toutes les caractéristiques, sur une surface peut-être un peu plus limitée, que peut avoir une bombe nucléaire. C'est-à-dire qu'il rentre dans l'atmosphère à Mach plus 10, plus 12, ce qui n'est pas possible sans une découverte scientifique, qui est une découverte scientifique de la magnéto-hydrodynamique, qui a été faite. Il y a un Français, Jean-Pierre Petit, qui avait des idées sur ça. Après, il est devenu un peu obsédé par sa propre découverte. Mais en France, on a dit non, c'est pas possible, ça rentre pas dans le système, ça rentre pas dans le contexte. On veut toujours en France éliminer ce qui ne rentre pas dans un contexte existant. Les Russes l'ont fait. Je ne sais pas s'ils ont directement travaillé avec ça. Sakharov a travaillé sur ça, en tout cas en son temps. Et ils sont arrivés finalement à ce missile qui se protège dans l'atmosphère par des moyens qui l'enveloppent, utilisant probablement des techniques absolument avancées. Donc les Russes ont ça, et ils l'ont fait savoir. Et ils ont dit, ils ont changé l'endroit où se situe avec ça du seuil nucléaire. Pourquoi ils l'ont fait ? Parce qu'il y a une communauté scientifique qui a été maintenue, malgré tout son démantèlement, à l'époque d'Yeltsin, et à l'époque où les Américains s'implantaient là-bas. Ce qui a fait, c'est très intéressant, des gens qui ont été les conseillers de Gorbatchev, de Yeltsin, et aussi en partie des Chinois, comme Jeffrey Sachs, qui aujourd'hui s'est converti en disant non, on va vers le désastre. Et il le dit aujourd'hui. Il est même reçu au Parlement européen. Je me demande pourquoi on lui fait cette amabilité. Mais enfin, il a cette critique et il a dit quelque chose de très important. Il a dit, c'est le système britannique qui s'est introduit aux États-Unis. Alors qu'est-ce que le système britannique ? C'est un ordre colonial dans lequel l'autre, nécessairement, est un aborigène, un étranger, voire un Français ou un Allemand. Il doit être en dehors et il faut, par tous les moyens, garder le pouvoir. Des moyens très souvent, qui étaient des moyens pas de l'État du Royaume-Uni, qui étaient de sociétés comme la société, je sais pas, en Asie, Lord Clive est l'homme qui a soumis l'Inde. Et c'est pas quelqu'un du gouvernement britannique, on lui délégué ça à la Compagnie des Indes orientales. Et en France aussi, on a eu ça. Ça a été avec le système de l'AS, Compagnie du Mississippi, et le désastre que ça a été. Mais en Angleterre, ça n'a pas été un désastre, parce que tout était fait pour maintenir le pouvoir de ces intérêts-là. Et toute la guerre des États-Unis, c'est très important de comprendre, les Français ne le comprennent pas, toute la guerre des États-Unis était une guerre d'émancipation contre la puissance coloniale britannique. C'était en ce sens une révolution et une guerre d'indépendance et une guerre de l'État-nation. Sauf que les États-Unis aujourd'hui jouent au même jeu que ces Britanniques. Oui, parce qu'ils ont été pénétrés par ces idéologies et ce système britannique. Et les élites... comprendre aux autres pays que leurs ressources, finalement, leur appartiennent à eux, aux États-Unis. Les élites dominantes sont devenues britanniques, pas le peuple américain. Et tout le combat de la Rouge a été contre cette dérive britannique des élites américaines. Moi-même, je l'ai vu. Je suis allé au Council on Foreign Relations, au Conseil des relations étrangères, et pour voir comment ces gens-là pensaient. Le CFR ?
Oui, au CFR. J'ai été reçu très aimablement par un Polonais, gens d'origine polonaise, qui m'a servi un excellent thé auprès d'un feu de cheminée, des scones à l'anglaise. Il était complètement anglicisé et il développait sans la moindre gêne le fait que les États-Unis, avec l'Angleterre, avec la Grande-Bretagne, avec le Royaume-Uni, devraient s'emparer du monde et aller le faire. Vous disiez tout à l'heure, Jacques Cheminade, à cette oligarchie financière, il faut toujours un ennemi. Le communisme, autrefois, l'islam, il y a peu avec l'Irak et tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce que le nouvel ennemi de cette oligarchie financière, ce n'est pas au final les peuples aujourd'hui? Bien sûr, ce sont les peuples du monde. Et pour l'islam, il ne faut pas voir l'islam comme une unité. Voyons ses faiblesses. Bien sûr, il y a eu cette guerre ces entre l'Irak et l'Iran. Ont pénétré l'islam. Les frères musulmans, depuis le début, ont été alliés aux Britanniques. Même Hassan al-Banna était allié, pas tout de suite, mais 2 ou 3 ans. Et tous ces gens-là se sont battus contre ceux qui, dans les pays du Moyen-Orient, essayaient d'avoir une stratégie nationale. Ils se sont battus contre elle au nom de l'Oumma, au nom du monde musulman, au nom de je ne sais pas quoi, complètement biaisé. Et il y avait une sorte de mondialisation musulmane contre les chefs d'État qui étaient des chefs d'État qui représentaient des nations, comme Nasser, ou comme même, à sa façon, Bachar el-Assad. Pour eux, il ne devait pas exister. On va parler du président Macron que vous évoquiez un petit peu tout à l'heure, Jacques Cheminade. Il est donc à l'Élysée depuis plus de 7 années maintenant, avant le second tour de la présidentielle de 2017. Vous l'aviez rencontré personnellement. Oui. Vous le décriviez à l'époque comme un homme charmant, en apparence, tout en disant qu'il avait vendu son âme à la finance. Alors, aujourd'hui, 7 ans après son arrivée à l'Élysée, quel bilan pouvez-vous nous faire de... Que son âme a été achetée. De sa politique économique. Ouais. Parce qu'il n'est pas vendu pour très cher. Non, je dirais, à l'époque, quand je l'ai vu, c'est parce que Hollande avait dit... Il y a peu de temps, ça coûte pas très cher de trahir la France. Quand il évoquait ses patrons qui vendaient leurs entreprises. Il a dit que son objectif était de déconstruire l'histoire de la France. Et il l'a dit en anglais, aux États-Unis. Ouais. Quand il est allé chercher ses financements pour sa campagne de 2017. Non, c'était après. Alors, quel bilan est-ce que vous pouvez nous faire de cette politique économique macroniste? Il a poursuivi la déconstruction qui, à mon avis, a commencé, si j'étais généreux, je dirais, pendant la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Si j'étais un peu moins, je dirais, après la mort de Pompidou. Et si j'étais tout à fait au fond de ce que je pense, c'était le départ du général de Gaulle. Et je pense que le départ du général de Gaulle, après le 27 avril 1969, a été un moment fondamental. C'est où De Gaulle avait présenté la participation. La participation de peuple, c'était réussi ni dans les pays occidentaux, ni en Union soviétique. Il présentait quelque chose d'absolument nouveau, il était conscient. C'est une réforme totale du capitalisme, c'est-à-dire donner aux travailleurs la possibilité d'orienter les choix stratégiques de leur entreprise et de bénéficier, de rentrer dans le capital. Alors c'était une conception à la fois, De Gaulle était inspiré par Jacques Maritain, c'est moins connu, par ce christianisme social de Jacques Maritain, qui était un des conseillers d'ailleurs de Paul VI, du pape. Et de l'autre côté, aussi, par Marc Chagnier, et ce que représentait Marc Chagnier. Et aussi, dans tout cela, cette idée de participation, on la trouve, j'ai une citation ici, parce que je pense qu'elle est importante, de Pierre-Joseph Proudhon, parce que c'est une partie qu'on ignore généralement complètement, sauf Michel Onfray pour la dénaturé. Mais voilà ce que disait Proudhon. Beaucoup de gens parlent d'admettre les ouvriers en participation des produits et des bénéfices, mais cette participation que l'on demande pour eux est de pure bienfaisance. On n'a jamais démontré, ni peut-être soupçonné, qu'elle fût un droit naturel, nécessaire, inhérent au travail, inséparable de la qualité de producteur, jusqu'au dernier. De Gaulle disait « Le capitalisme, du point de vue de l'homme, n'est pas une solution satisfaisante ». Tout à fait. Et le communisme non plus, d'ailleurs. Il disait les deux. Il faut bâtir la cathédrale européenne. Maintenant, on n'a pas bâti la cathédrale, on a bâti un mauvais lieu. Mais je veux vous entendre, Jacques Cheminade, taper un petit peu sur la tête de notre président de la République. Macron n'est que le successeur d'une lignée où l'on est chaque fois pire. Donc, le président de la République, quand je l'ai rencontré, a dit je veux une réforme du système bancaire. Et finalement, c'est mal terminé, parce que pire que de ne pas faire de réforme, il en a fait une fausse. Et faire devant les gens quelque chose de faux, c'est la pire chose qu'on puisse faire dans un pays. C'est-à-dire qu'on est en train de s'asseoir sur un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. L'article 2 de notre Constitution. Et vous êtes en matière bancaire la même chose pour la Sarkozy, séparation des banques d'affaires et de dépôts. Non seulement ça,
c'est pas les banques d'affaires, c'est les banques qui investissent sur les marchés financiers. Ouais. Les banques d'affaires, c'est le bon suisse qui finance le capital du monde et se l'accapare. Bon, mais ils trichent pas trop sur les marchés financiers. Là, c'est les banques qui, utilisant les produits dérivés, maintenant, tous les nouveaux outils, ne sont plus des banques. C'est des hedge funds. C'est des casinos. Ouais. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Donc, l'économie a basculé en France, moi je l'ai dit, qu'en 1971, des gens qui étaient tous soi-disant de bons chrétiens, Jacques Delors, Michel Cantu et Javransky et à l'OCDE, FMI et OCDE, FMI et la Commission européenne avec Jacques Delors. Tous les trois ont mis en place ce système où l'argent pourrait circuler librement, sans contrainte. Ça a été 86. Et 86, qu'est-ce que c'est? La libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. À l'intérieur de l'Union européenne. À l'intérieur de l'Union européenne, c'est là que je me suis insurgé. Et tous les gens qui sont aujourd'hui souverainistes, n'avaient rien dit à l'époque. Ils étaient dans les allées du pouvoir, soit les socialistes ou les autres, sous Pasqua. Vous voyez où est mon regard. Alors, par rapport à cela, hélas, des gens qui étaient patriotes sont complètement égarés en disant c'est l'immigration, c'est l'immigration. L'immigration, c'est quelque chose qu'on gère, mais c'est pas quelque chose qui est en dehors du reste. Vous étiez candidat à la présidentielle de 2012. Pour la deuxième fois, votre slogan politique à l'époque était « Un monde sans la City ni Wall Street ». Vous vous prononcez encore aujourd'hui pour une réorganisation du système monétaire international. Je pense qu'on a compris, vous qualifiez les marchés de cancer spéculatif, je crois que l'on a compris. J'aimerais savoir maintenant quels seraient les grands axes de votre réforme du système monétaire international. Parce que j'ai dit cancer spéculatif, on a dit tout de suite extrême droite, quelqu'un qui est en dehors du jeu, conspirationniste. Ça c'est pire que tout, conspirationniste. Moi j'ai toujours dit, il y a deux types d'idiots ou de traîtres. Ceux qui pensent qu'ils voient des conspirations partout et qui ne les qualifient pas, et ceux qui pensent qu'il n'y a jamais de conspiration. L'histoire est faite d'ententes et de conspirations. Seulement, il faut vraiment les qualifier justement. Et aujourd'hui, qualifier tous ces milliardaires qui sont autour de Trump, qui sont ce lobby de la fausse monnaie, et le lobby de la fausse monnaie dans l'Union européenne, auprès de Christine Lagarde, qui, rappelons-le, avocate, avait réussi aux États-Unis, etc. Tous ces gens-là, c'est le même monde où règne le conflit d'intérêts et règne l'émission de fausse monnaie. C'est tout ce monde-là qui exerce un pouvoir et qui est par nature opposé à l'existence même de l'État-nation, qui doit reposer sur une banque nationale. Ça, c'est la deuxième chose. Il faut séparer les banques de dépôt et les banques qui spéculent sur les marchés financiers. Il faut de bonnes banques. Je ne suis pas contre les banques. Je suis une bonne banque qui fasse les dépôts et les crédits, qui soient supervisés, suivis. Et il faut une banque nationale. Donc revenir sur la loi du 3 janvier 73 ? Non. Il y a deux autres lois bien pires. Je n'ai plus les dates en tête. C'est les lois qui se sont succédées après, qui ont dit la Banque centrale européenne ne peut recevoir d'instructions de personne. Sauf du groupe financier qui se trouve à l'intérieur, bien sûr, et qui obéit à ceux qui sont aux États-Unis ou à Londres. Et elle ne peut pas non plus prendre d'initiative politique. Elle doit simplement suivre une règle de stabilité des taux d'intérêt, et contrairement à la Réserve fédérale américaine, qui au moins a ça, elle n'a pas de préoccupation vis-à-vis de l'état du marché du travail ou du développement. Elle doit être une politique strictement financière. C'est l'article, je crois, 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc on a pris quelque chose qui est le pire du fonctionnement du système financier en l'instaurant à Francfort. Et je me rappelle toujours de cette conférence avec M. Trichet, où M. Trichet et d'autres, tous en chœur, faisaient l'éloge de Francfort. Tous. Donc, à cela, personne ne s'est opposé clairement, et j'ai voulu, moi, manifester qu'une opposition en France latente existait. Et j'espère que maintenant, elle ressortira, quelle que soit son étiquette. Vous aviez fait campagne pour le non au référendum de 2005, tout en proposant une autre Europe. Quelle Europe proposez-vous, Jacques ? Le plan Fouché. Le plan Fouché, c'était la meilleure des Europes. Et De Gaulle aurait dû pousser davantage. Le plan Fouché, qu'est-ce que c'était ? C'était de dire, la France seule n'a pas une surface suffisante pour y arriver. Mais c'est un État souverain. Les autres aussi.
Donc, ensemble, on doit prendre des décisions sur des projets qui doivent être à cette échelle. Et aujourd'hui, peut-être à une échelle plus grande, pas 27, 28 pays, mais à une échelle d'un certain nombre de pays, les coopérations renforcées. Et ça, on le fait. Si tout le monde est d'accord, on le fait. Et il y a même des possibilités pour gérer le projet de délégation de souveraineté temporaire. Puis, si un pays n'est pas d'accord, il peut dire « j'y vais pas ». Mais vous, allez-y. Ou, s'il est tout à fait pas d'accord, il doit dire « on n'ira pas et je mets mon veto ». Et il y a un droit de veto qui est l'instrument même de préserver l'État-nation. Donc c'est ça, l'Europe qui doit être construite. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. On dit l'Europe, l'Europe, l'Europe. C'est comme donc une Europe des nations, avec des nations qui pourraient... On le voit avec Donald Trump, capable de faire ce que certains appellent du protectionnisme intelligent. Le protectionnisme de Donald Trump n'est pas intelligent. Il devrait dire Friedrich List et tous les protectionnistes. Il y a un grand et très intelligent protectionniste français qui s'appelle Paul Cowes. Paul Cowes était l'homme qui a conseillé Méline. Et Méline n'était pas seulement défendre la France agricole, il défendait une industrie nationale. Et c'est les économistes, comme Cowes s'appelait lui-même, de l'économie nationale. Et c'est ceux-là qui ont inspiré, sans que toujours ils le sachent probablement, les gens qui étaient les hauts fonctionnaires autour de Gaulle. De l'ouvrier ou d'autres. À l'époque du mouvement des Gilets jaunes, vous avez dit vouloir mettre une pression politique sur la France, l'Europe et même le monde pour créer une société où l'entreprise et le social vont de pair. Comment cette pression peut-elle s'exercer aujourd'hui ? Alors, les Gilets jaunes étaient un grand espoir. Je ne crois pas qu'ils soient entièrement retombés. Je crois qu'il y a cet espoir qui est latent. Ils avaient réussi. Ils s'étaient rassemblés à cause de deux choses. Ils avaient pu se rassembler. Internet, les réseaux sociaux et le prix, évidemment, de l'essence, qui les touchait directement, c'est une injustice absolue. Aujourd'hui, c'est encore pire. Mais on a réussi une manipulation de masse qui va plus loin, que c'est le moment où a éclaté l'insurrection, je dirais, des Gilets jaunes. Mais aujourd'hui, c'est latent. Et de plusieurs manières, ça réapparaît. Et il faut l'organiser. Il faudrait en France... Beaucoup parlent de bloc populaire, mais un bloc populaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un bloc qui doit avoir les idées de cette politique par le peuple, pour le peuple, du peuple, et avoir une politique qui soit économique pour cela. Donc, une politique qui ne peut pas être une ligne Maginot dans laquelle on se réfugie. C'est pas identitaire. Et je pense que la fameuse journée ou sommet des libertés qui s'est tenu le 24 juin, pour moi, ce qui m'a choqué, c'est pas tellement les gens qui étaient là, c'est qu'il y a un stand pour le Bitcoin. Et qui appelle Plan B Network pour le Bitcoin, et que l'homme du Bitcoin, Pierre Noisa, se soit exprimé, embrassé presque par les ex de Zemmour. Donc je ne veux pas mentionner les noms. Donc tout ça, on rêve, on est ailleurs, on n'est pas dans quelque chose de cohérent. Et ce qu'il faut rétablir, c'est un programme pour ce bloc populaire qui soit cohérent. C'est à cela que je m'efforce de faire. Et de parler à plusieurs aux Gilets jaunes qui ont compris que si on ne touchait pas à... Nous, on se promenait parmi les Gilets jaunes avec une Banque de France en carton en disant ça doit être votre banque, ça doit être une vraie banque nationale. Et ça, c'est ce qu'on doit retrouver pour une politique, une vraie politique de développement économique. Parce que si vous avez ce qu'il y a autour de Trump, il n'y a pas une économie productive, il n'y a pas une économie en développement. Il n'y a pas ce que Larouche appelait l'économie physique, il n'y a pas ce que j'appelle aussi l'économie physique. Il y a simplement une économie qui fait de l'argent, pour de l'argent, sans rien en face. Et un jour, tout ça va éclater. Je vais vous en sonner un crash. Moi, je pense que ce sera avant 2027. Vous avez, je sais pas, BlackRock qui est partout. Et BlackRock investit maintenant, les principaux de ceux qui investissent dans les crypto-monnaies. Ils ont compris. Et ils n'ont pas leur argent, c'est l'argent que les gens mettent dans BlackRock, et avec cet argent, on prend 1, 2, 3, jusqu'à 10% des sociétés, y compris en France, et on domine l'économie avec cette marge. Donc on a vendu la France à la découpe, comme le dit Laurent Isard. Laurent Isard a tout à fait raison, il a écrit un livre remarquable sur le sujet. Qui est un ami de TV Liberté. Oui, je sais, c'est un ami aussi de M. J'aimerais qu'on parle des BRICS avec vous, Jacques Cheminade. On les a vus se réunir il y a peu à Rio de Janeiro, au Brésil. Ces pays du Sud global s'inscrivent dans une volonté de dédollarisation de l'économie mondiale par des échanges en monnaie nationale et avec la création, pourquoi pas, ils en parlent, d'une nouvelle monnaie.
Que savez-vous de l'avancement de leurs travaux en matière de création d'une nouvelle monnaie? Est-ce que j'ai 3 minutes? Oui. Oui, alors, je dirais cette réunion a déçu certains en disant Xi Jinping n'y était pas, Poutine n'y était pas. Mais l'esprit de ce qu'ils font y était. Et Lula y était aussi. Et Lula, c'est quelqu'un quand même qui progresse à sa façon. Donc, cette idée, ça a été ce que Poutine a dit lui-même, d'avoir une plateforme d'investissement pour les BRICS, premier temps. Des échanges en monnaie nationale en même temps, et aussi un système de compensation pour ces échanges. Alors, il n'a pas élaboré. Ce que dit Serge Glaziev, qui est quelqu'un que j'ai rencontré à plusieurs reprises, que Lyndon LaRouche a rencontré plus souvent, et qui a dit qu'il était inspiré par nos idées, ces idées-là. Ce que dit Glaziev, c'est qu'il faut aller un pas plus loin. Et il faut que les excédents et les échanges en monnaie nationale trouvent une forme de règlement. Paulo Nogueira Batista, un économiste brésilien remarquable, l'a dit aussi. Donc, comment le faire? Et il faut donc quelque chose qui soit un instrument, qui ne soit pas vraiment une monnaie en soi, mais qui soit un instrument de compensation. Il faut qu'il ait une valeur. Donc la valeur, ça doit être, je pense, un panier de matières premières, dont le prix serait déterminé pas par les marchés, mais par des accords internationaux, des contrats internationaux entre les pays qui y participent, y compris avec pas les DTS, le pétrole. Non. Les DTS, les Chinois pensent que c'est un pas vers ça. Je pense que non. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire cet accord, et faire cet accord progressif. On ne peut pas le faire d'un coup. Beaucoup espéraient à Kazan le 22 et 24 octobre, à la réunion de l'an dernier, en 2024, il allait passer quelque chose. Aujourd'hui, à Rio, il allait se passer quelque chose. Pourquoi ça n'arrive pas aussi vite qu'on le pense? Parce que la puissance militaire et impériale des États-Unis est encore très forte, et la puissance vicieuse britannique est aussi très forte. Mais donc, comment elle se manifeste à Rio de Janeiro entre ces hommes qui se réunissent de bonne volonté et qui veulent ils ont quand même fait système. Un pas. Nous avions des amis qui étaient à Rio et qui ont parlé aux différentes personnes. Et ils ont parlé de cette nécessité d'un instrument de référence mutuel dans des conférences de journalistes en dehors de la réunion. Et ils ont montré l'intérêt pour tous les travaux. On a fait énormément de travaux, reparlons de LaRouche, énormément de travaux sur comment on allait pouvoir le faire, avec une séparation bancaire des banques qui spéculent sur les marchés financiers et les banques qui font du crédit et de la monnaie, avec une vraie banque nationale qui fait du crédit public, qui devrait être un élément de notre Constitution, le crédit public, enfin un élément découlant de notre Constitution, parce que c'est du crédit pour l'avenir, pour les générations futures. Il y a un des cas qui me rend le plus désespéré à court terme, parce que comme j'agis, je ne suis pas désespéré du tout, c'est de dire en France que presque 90% des Français ne croient pas que la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants soit meilleure. Ils croient par contre que la vie de leur famille sera meilleure. Et ils sont satisfaits de la relation familiale. Donc, comment faire qu'il y ait un lien entre ces relations familiales et la relation de participation à la politique de l'État? Et ça, c'est tout le défi que De Gaulle n'a pas pu relever en 1969 parce qu'il a trop cédé à ses conseillers, qu'on ne peut pas faire de référendum sur la participation, il faut le faire sur le remplacement du Sénat, il faut le faire sur la décentralisation. Il l'a fait, c'était trop confus et les gens ont voté non parce que De Gaulle était là depuis trop longtemps et on ne sentait pas qu'il s'était renouvelé. Et là, il faut renouveler et reprendre le flambeau avec cette orientation-là. Et ça, c'est essentiel si on veut fonder l'État-nation en même temps que cette participation-là. La citation que j'ai donnée de Proudhon est très caractéristique de ce qui est latent en France. On pourrait trouver des choses semblables, d'ailleurs, de Marc Sangnier. Donc on trouve là, dans cette histoire de France, ces choses-là. Cowes, l'économie de l'État-nation. Liste. On fait un protectionnisme, soit quand les autres nous font une concurrence indue, soit quand il faut développer des industries naissantes. Pour le reste, non. Et je pense que les Chinois pensent un peu comme ça, à leur façon chinoise. Au moins, ils ont un avantage sur nous. Ils pensent à long terme. Nous ne pensons plus à long terme. Il faudrait que nous repensions à long terme. C'est pas ce que la Chine fait de bien ou de mal, ou ce que Trump même fait de bien ou de mal. C'est ce que nous ne faisons pas. Et il faut nous retrouver nous-mêmes. Alors justement, le président Macron avait tenté de s'incruster, si je puis dire, à une réunion des BRICS en Afrique du Sud. Quel sens donnez-vous à l'avenir de la France avec ces pays des BRICS? J'en ai parlé à un ministre chinois que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et aussi Lavrov l'a dit, le ministre des Affaires étrangères de Russie. Il ne réunissait pas les conditions. Pour réunir les conditions de cela, il faut montrer qu'on est prêt à suivre une autre voie que la voie de soumission à un impérialisme d'une oligarchie financière. Vous êtes au-delà du Frexit,
Jacques Cheminade, vous êtes pour une dissolution de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro? Non, pas vraiment. Oui, il faudrait arriver là, mais surtout, le mot dissolution est important. Parce qu'il faut amener aux autres l'idée que ces organismes n'ont plus raison d'exister parce qu'ils ont fait contre leurs propres adhérents. L'OTAN, aujourd'hui, après la conférence de Madrid, qui était, si je me souviens bien, en juin 2022, a décidé d'être globale dans le monde entier, l'Atlantique s'étend jusqu'au Pacifique. L'OTAN a décidé de s'occuper de l'économie. Elle n'a rien à faire là-dedans. Rien. Alors, des militaires français se sont opposés à ça. On a fait un manifeste contre l'OTAN. L'amiral Gaucheran l'avait signé. D'autres vont dans le même sens. Mon ami Alain Corvèze, le colonel Corvèze. Il y a un livre excellent qui vient d'être publié sur cette question-là par un colonel. Il y a aussi Jacques Hogarth qui a vu ce qu'étaient les manœuvres britanniques et américaines lorsqu'il était au Rwanda ou lorsqu'il était dans les Balkans. Il est parti de l'armée parce qu'il a voulu qu'on se soumettait à un commandant anglais. Et aujourd'hui, on se soumet à toutes ces organisations qui sont en place aux États-Unis et qui, c'est Tether et c'est, comment s'appelle l'autre? C'est pas Circle, c'est les sociétés qui s'occupent des stablecoins. C'est Tether la principale, il y a Circle aussi. Elle s'en occupe et on se soumet à ça. On est dans un système où on est soumis, on n'y échappe pas. Et en plus, on a à la réunion du sommet, comme je l'ai dit tout à l'heure, du sommet des libertés, un stand avec les stablecoins. Non. Les bitcoins, mais les bitcoins, c'est lié aux stablecoins. Jacques Cheminade, dans le cadre d'une association de la France avec ces pays des BRICS, vous avez milité pour un pont terrestre eurasiatique pour créer une zone de développement mutuel entre l'Europe et l'Eurasie. Est-ce que cette proposition a de l'avenir avec ce qui se joue en Ukraine depuis 2022? Je suis convaincu que oui, si on traite la question de l'Ukraine de façon qui corresponde aux intérêts réels des pays européens, en particulier de la France, de l'Allemagne. Si l'Allemagne, le MERS, va mettre ses missiles et ses explosifs de longue portée en Ukraine, ils sont une cible pour les Russes. Aujourd'hui, c'est invraisemblable. On voit d'un côté quelqu'un qui est Malcolm Chambers, en Angleterre. C'est le Royal United Service Institute, et qui est maintenant le conseiller du ministre de la Défense. Malcolm Chambers qui dit il faut reprendre la Crimée. C'est pas possible. Ou le général Donoghue, Christopher Donoghue, qui dirige l'armée terrestre de l'OTAN en Europe et en Afrique, qui dit on a un plan pour reprendre Kaliningrad, on foncera sur Kaliningrad. Les Russes ont répondu à cela, on répliquera des moyens, y compris, c'est le président de la Douma qui l'a dit en Russie, on répliquera des moyens, y compris nucléaires. Et je mentionne pas Medvedev qui est payé pour lancer toutes sortes de saillies violentes. Mais Poutine, qui est un homme intelligent, a dit quelque chose, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est très intéressant, sa conception d'une Europe et d'un monde qui ne soit ni unipolaire, ni vraiment multipolaire, mais il a utilisé la métaphore musicale polyphonique. C'est-à-dire un monde où chaque voix amène quelque chose, et amenant quelque chose, permettent que l'ensemble fonctionne dans un intérêt commun. L'Afrique, vous en parlez dans vos travaux, dans vos programmes présidentiels, c'est vraiment un projet d'avenir pour vous. Vous dites, nous avons le devoir de développer l'Afrique pour la libérer du néocolonialisme financier qui l'opprime. Et en même temps, vous avez déjà plaidé pour raccourcir les délais de traitement de l'administration concernant le droit d'asile, pour le maintien du droit du sol, l'aide médicale d'État, du regroupement familial. Vous opposez à la mise en place de quotas. Est-ce que développer l'Afrique sans les Africains, en leur permettant de venir toujours plus nombreux, est-ce que c'est pas contradictoire? Il faut sortir de ça. Moi, dans ma campagne présidentielle, j'avais appelé à la constitution de ministères qui ne dépendent, cette question-là ne dépend plus du ministère de l'Intérieur, ni d'ailleurs du Quai d'Orsay, qui est un vrai ministère du co-développement, de la coopération et de l'intégration comme un tout. D'abord, qui est ce que j'appelais à l'époque, ce que certains ont repris,
à la fois à ce qu'on a convenu d'appeler l'extrême droite, à l'extrême centre et même à l'extrême gauche. Un plan Marshall pour l'Afrique, je ne l'appellerai plus Marshall aujourd'hui. Je dirais un plan de développement intégrant l'Afrique dans une perspective à la fois des nations et dans une perspective panafricaine, un plan de développement réel de l'Afrique, qui fait que les gens en Afrique auront un intérêt à rester en Afrique sans tomber dans une société à court terme, sans vision, dans laquelle les emplois ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent, car il y a une formation intellectuelle en Afrique, et un avantage. C'est la région du monde où il y a le plus de jeunes. Donc ça peut être un des avantages, ils vont tous partir, ils vont nous envahir, ou ça peut être pour leur pays l'espoir qu'une jeunesse revive et redonne à ces pays le rôle qu'ils ont pu avoir il y a des centaines ou des milliers d'années dans l'histoire. Cheikh Anta Diop, qui est le grand penseur africain, avait cette idée-là. Il disait, même il faut le nucléaire à l'Afrique, à condition qu'on puisse le contrôler et qu'il y ait des gens pour nous conseiller. Mais il faut le nucléaire pour l'Afrique. On a droit aux technologies les plus avancées. On n'est pas des Africains pour la pelle, la pioche et le bout de pomme de terre, importé d'ailleurs des Pays-Bas. Non, non, on est pour le développement. Et il y a cet impératif-là. L'autre impératif, c'est les étudiants. Parmi les 300 000 à peu près, hein, c'est un chiffre, on balance des chiffres dans tous les sens, c'est 300 000 étrangers qui arrivent en France à peu près chaque année, à peu près une trentaine de pourcents sont des étudiants. Donc ceux-là, il faut les garder, et il faut les former. Après, il y a ceux qui viennent avec le droit d'asile. Là, il faut mieux sélectionner. Et puis, il y a ceux qui viennent pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques, si on continue avec l'économie qu'on a, telle qu'elle est, disons mécaniquement, il faudrait, entre aujourd'hui et 2050, 3 millions de plus d'immigrés. Évidemment qu'on ne peut pas raisonner de cette façon, c'est absurde. L'économie ne doit pas être ce qu'elle est, elle doit être une économie qui se développe et qui permet à chacun de trouver un emploi qui corresponde à ce qu'il ambitionne d'être, ou au moins ce que sa famille ambitionne d'être, ou un emploi où il voit que même s'il ne se satisfait pas pleinement, il travaille à l'œuvre de toute la nation. Aujourd'hui, on a l'impression, vous voyez Macron, c'est pas toute la nation, vous voyez le Parlement, c'est pas toute la nation, c'est autre chose. Donc il faut redonner cet état d'esprit. Et cet état d'esprit, ceux qui essayent de le faire renaître, tout cela mérite d'être soutenu. C'est comme ça que je vois les choses. Et il mérite d'être soutenu par un sens de, je dirais, d'intérêt commun, de bien commun, d'intérêt général, on peut l'appeler comme on veut. C'est la même chose au Proche et Moyen-Orient. Il faut un plan oasis de paix par le développement mutuel. Les Israéliens ont trop d'eau, ils doivent la partager. Ils en ont trop maintenant. Enfin, suffisamment au moins. Les Israéliens, ils doivent le partager. Il doit y avoir un plan de reconstruction de Gaza, pas pour en faire une Riviera, comme disent les imbéciles, mais pour en faire un centre de développement. Pardon, c'est très mal parti aujourd'hui. Ceci dit, c'est la seule chance de la paix si les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite comprennent qu'ils doivent investir là. Est-ce que l'Europe fait autre chose que de se soumettre? Tous les États arabes se moquent de la Palestine depuis toujours. Mais oui, mais ils ont toujours utilisé, comme Mélenchon l'utilise en France, pour des raisons politiques intérieures de ce qu'on appelle péjorativement, et j'aime pas cette expression, de la rue arabe, parce qu'ils voulaient pas d'ennui dans leur propre pays. Ils n'ont pas un attachement aux Palestiniens. Un plan oasis de développement mutuel fixe un horizon. Et c'était l'idée, d'ailleurs, qu'avait Larouche en 1975, je le mentionne encore, et Abba Eban, et aussi des gens qui entouraient Saddam Hussein. Ils avaient une idée de pouvoir s'entendre. Immédiatement, on leur est tombé dessus pour éviter, parce que l'intérêt des États-Unis, en tant que puissance elle-même occupée par la finance et par des intérêts financiers militaires, le fameux lobby militaro-industriel, mais qui est beaucoup plus encore que ça. Et la Grande-Bretagne, dans sa politique de domination, n'avait pas intérêt qu'il y ait une stabilité dans les pays du Moyen-Orient. Ils ont intérêt à ce qu'on pratique à la fois un soutien d'un camp et de l'autre pour créer l'instabilité là-bas. C'est ce qu'ils ont fait constamment. Ce que vous avez en Israël aujourd'hui, c'est l'association de Netanyahou, qui est un menteur patenté, tout le monde le sait, et qui est quelqu'un qui a plutôt une vision globaliste, générale des choses, et de fous messianistes que sont Ben Gvir et Smotrich. Et la coordination de ces deux-là fait quelque chose qui est une politique contraire aux principes des religions abrahamiques, contraire au judaïsme, contraire au christianisme et contraire à l'islam dans ce que ces trois-là ont de meilleur. Donc il faut rétablir une politique qui corresponde à une vision pour les peuples, qui leur donne le sens de ce
ce à quoi il croit peut s'incarner dans la réalité et être meilleur. Vaste programme, vous direz, y compris en France. Jacques Cheminade, on va terminer cet entretien dans un instant, mais votre pensée se rapproche à bien des égards de la doctrine sociale de l'Église. Les principes, c'est la dignité de la personne humaine, le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité, la participation, la solidarité. Est-ce que vous êtes chrétien, Jacques Cheminade? Alors, je vous ai répondu tout à l'heure que je me sentirais chrétien comme Blaise Pascal ou comme, je ne sais pas, Jacques Maritain ou Marc Sangnier. Il y a des choses intéressantes dans le jeu de Marx, la fameuse « le travail s'empare des choses et les ressuscite d'entre les morts », c'est quelque chose de très beau et de très vrai. Malheureusement, toute la partie de cette critique dans les milieux chrétiens de l'Église qui condamnait les spéculations financières et dans le marxisme qui, dans le dernier livre, dans le dernier tome du Capital, dit que la question fondamentale en Grande-Bretagne, c'est le capital fictif et le crédit qui va là où il ne veut pas être. Donc, on est aujourd'hui dans ce domaine du capital fictif. L'autre analyse de Marx sur la baisse tendancielle du taux de profit, elle ne marche pas. Mais ce qui marche, en revanche, c'est son analyse sur le capital fictif. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est là que nous avons examiné cela du point de vue à la fois de la doctrine sociale de l'Église dans notre mouvement et du point de vue d'un post-marxisme, mais prenons en compte certaines des critiques de Marx. Et de ce point de vue-là, établir ce qui était latent. Donc Paul Cowes s'attaque à la sociobiologie britannique. Il ne s'attaque pas seulement à la politique financière britannique. Il y a une sociobiologie derrière qui est basée sur, je dirais, l'inceste, l'accomplissement de soi contre les autres. Et il faut une politique qui soit à la fois à long terme et gagnante-gagnante. C'est ce que disent les Chinois. Le font-ils? C'est à nous de relever le défi et de voir, sans angélisme ni sans non plus mépris, de voir ce qu'on peut faire avec ces pays-là. Parce que aujourd'hui, les pays occidentaux ne nous offrent pas la contrepartie de développement qu'on devait trouver. Alors c'est pas rejeter les pays occidentaux non plus, parce que si on substitue à l'approche d'aujourd'hui, qui est cette approche financière et cette approche de court-termisme, comme l'avait dit Margaret Thatcher un jour, si on substitue à cela une politique qui devient une politique de développement, mais opposée à celle des pays BRICS, ça ne marche pas. C'est pas bloc contre bloc. C'est qu'il faut voir, au niveau international, qu'il y ait des conférences internationales, sur comment arriver à quelque chose qui soit ce que De Gaulle voulait, la détente, l'entente et la coopération, probablement pas avec les mêmes qu'il aurait pensé, mais qui se réalise aujourd'hui et qui donne à la France sa souveraineté en étant allié à la souveraineté réclamée par d'autres pays. Et c'est là, à mon avis, qu'est l'avenir. Je dirais, à un certain moment, on disait, et je reviens à la culture, que si au XIXe siècle, il y avait des chorales de centaines, voire de milliers de personnes, qui étaient organisées par quelqu'un qui s'appelait Bocquillon Willem. Et il organisait ces chorales. Et un jour, Béranger, qui était le poète du peuple, est allé le voir, il était très surpris, il a dit « mais c'est merveilleux, les gens chantent juste, ils changent à l'unisson, et si cette fraternité qu'on retrouve dans quelque chose de meilleur, de plus beau, on l'a trouvée à l'échelle du monde, eh bien on aurait la paix. » Eh bien aujourd'hui, c'est le défi. Alors ça vous semble idéaliste, mais est-ce que penser qu'on va vers la guerre avec l'économie de guerre qu'on est en train de faire et toute l'économie de spéculation financière qui ne crée pas de richesse réelle pour les gens, est-ce que ça, c'est pas un idéal pervers et destructeur? C'est pas là qu'il est? Merci à vous, Jacques Cheminade. Merci d'avoir accepté notre invitation. TVL ne manquera pas de vous réinviter. Vous pouvez, c'est la fin de cette émission avec vous. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez dès maintenant retrouver la chronique économique et financière de Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve normalement mon ami Philippe Béchade le 1er septembre prochain. Quant à nous, je vous laisse. Bonnes vacances à tous. À bientôt et salut. Merci. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Après l'automobile, c'est maintenant le
tourisme qui s'effondre en France. Bon, rien qu'avec ces prémices, vous vous doutez déjà qu'aucun des engagements de réduction du déficit ou on va dire de façon un peu moins ambitieuse, de limitation du creusement des déficits, rien ne sera tenu. Tout d'abord parce que les ventes d'automobiles en France et en Europe se sont effondrées littéralement au mois de juin, ce qui est quand même un comble, car c'est généralement avec le mois de mai le meilleur mois pour les ventes d'automobiles avant les grandes vacances et les grandes transhumances européennes. Eh bien, cette année, des voitures, on en vend moins, et même beaucoup moins en France. Effondrement du côté de Stellantis. Renault résiste un peu mieux grâce à sa marque low cost Dacia, mais pour Peugeot, ça devient franchement angoissant. Les mesures de chômage technique se multiplient. Peugeot n'arrive pas à déstocker, et c'est encore pire aux États-Unis avec sa filiale Chrysler. Les Fiat se vendent pas trop mal, mais les véhicules au-delà de 30 000 €, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est surtout très compliqué de vendre des véhicules électriques qui coûtent presque 2 fois plus cher qu'un thermique, avec une autonomie qui est entre 50 et 70% inférieure donc à un véhicule avec un réservoir. Mais l'Europe a trouvé la parade, comme vous le savez, c'est accroître les normes qui s'appliquent aux véhicules thermiques de façon à faire monter également le prix des véhicules thermiques, de façon à ce qu'ils se rapprochent du prix des véhicules électriques. Sauf qu'il n'y a qu'un truc qui ne fonctionne pas, c'est que les salaires des Européens ne progressent pas à la même vitesse que l'augmentation des coûts de l'automobile. Je vous parlais en titre du tourisme avec la mauvaise surprise de l'année 2025. Déjà, on avait observé une baisse de fréquentation de nos stations de ski durant la saison, de janvier jusqu'à mi-avril. Maintenant, nous sommes presque fin juillet et on commence à mesurer le niveau des réservations et le panier moyen du touriste qui prend ses vacances en France. Et là, c'est également la douche froide. Alors c'est vrai que vous pourrez toujours objecter que la base de comparaison 2024, évidemment, elle est un peu difficile à soutenir parce que l'année dernière, on avait les Jeux Olympiques. Des millions de visiteurs à Paris, Île-de-France, et des habitants de l'Île-de-France qui étaient allés passer leurs vacances loin des Jeux Olympiques et des restrictions de circulation sur la Côte d'Azur, la Côte Basque, la Côte Vendéenne, la Bretagne. Eh bien, ces 4 régions que je viens de citer enregistrent des baisses de 20 à 25% de la fréquentation. Et pour les restaurants, c'est encore pire. Alors, les causes sont un peu multifactorielles. Pourquoi y a-t-il moins de monde sur la Côte d'Azur, dans le Languedoc et dans la région Pays Basque? Eh bien, parce que les compagnies low cost, Ryanair, EasyJet, suppriment des rotations, parce que la France applique des taxes carbone de plus en plus lourdes sur le billet d'avion, ce qui évidemment contredit complètement le modèle du voyage low cost. Alors qu'est-ce que font EasyJet et Ryanair? Eh bien, ils regardent où est-ce qu'ils peuvent emmener leurs passagers, je dirais presque habituels, pour un prix à peu près équivalent, 40, 50, 60 €. Eh bien donc là, ils en sont à supprimer pratiquement un aéroport régional sur 2, trop de taxes. Et eh bien, ils continuent d'emmener leurs touristes en Grèce, aux Baléares, au Portugal, aux Canaries, au Maroc. Et oui, le nombre de vols augmente vers la Turquie, le Maroc, les Canaries et recule en France. Et bien, le touriste britannique, néerlandais,
allemand, région de Hambourg par exemple, qu'est-ce qu'il se dit? Pour du soleil, des jolis paysages, une mer agréable à baigner, finalement, la Grèce, la Turquie, le Maroc, c'est pas si mal, et c'est beaucoup moins cher que la France. En plus de ça, l'hôtellerie-restauration en France est considérée maintenant comme coûteuse, ce qui fait également que, outre le billet qui vous permet de vous rendre sur la Côte d'Azur ou sur la Côte Basque, vous regardez également combien va vous coûter le séjour sur place. Et la France est de moins en moins concurrentielle. Mais ce qui nous plombe complètement, en vérité, et là je parle plutôt d'une clientèle asiatique, japonaise, un peu américaine, ce qui nous plombe, c'est que la France se fait défoncer dans les blogs pour des questions d'insécurité, de vol, d'agression. Et puis dans les restaurants et les hôtels, l'accueil n'est pas forcément très sympathique ni très cordial. Et puis bien sûr, je ne néglige pas la baisse des touristes américains. Alors eux, c'est parce que leur dollar a perdu quand même 11% depuis le 1er janvier. Et là, évidemment, il y a moins d'Américains cette année. Ils vont préférer des destinations peut-être plus proches. Bon, notons que le tourisme aux États-Unis n'a rien à envier à la France. Beaucoup de gens vont moins aux États-Unis pour des questions de visa, la crainte d'être refoulé par un petit fonctionnaire zélé et voire un petit peu xénophobe. On ne veut pas prendre le risque d'aller aux États-Unis pour connaître des complications lorsqu'on arrive dans les aéroports. Par contre, pour un touriste français, européen, les États-Unis, cette année, c'est quand même 10 à 11% moins cher. Mais voilà, les Français, aujourd'hui, préfèrent des destinations comme la Grèce, comme l'Espagne, le Portugal. Et oui, la France est désertée également par les Français. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.